Merci donc de participer à cette table ronde donc, qui a pour thème Vivre les pas d'autrement et où nous allons vous présenter deux très belles initiatives qui ont d'ailleurs été soutenues par France Alzheimer et qui valorisent le rôle et la place à la fois des résidents et de leurs proches. Et dans ce cadre-là, il nous paraissait vraiment extrêmement intéressant de donner la parole à Joël Jaouen, le président de France Alzheimer, pour un propos introductif sur les CVS, les conseils de la vie sociale, sur leur rôle et surtout sur la manière dont ils peuvent évoluer pour promouvoir un petit peu partout des projets comme ceux que nous allons découvrir dans quelques minutes. Joël Jaouen, je vous passe la parole. Si Hélène. Oui, les CVS, le sujet a beaucoup été abordé lors de précédentes tables rondes, surtout d'ailleurs lors du témoignage d'aidants. Principalement, je fais allusion au témoignage de Jean-Claude Maignan, qui lui-même participe au CVS de l'établissement où est son épouse. Je crois qu'une réflexion est en train de naître chez France Alzheimer, qui est une proposition de réforme de la composition, voire du fonctionnement de ces CVS. Ce matin a été abordé surtout, sur lequel nous tenons beaucoup à apporter des choses différentes, à savoir sur la représentation des usagers et des familles. Je dirais des familles d'abord, des usagers après. Aujourd'hui, la représentation des familles représente les usagers. Mais Jean-Claude l'a très bien dit ce matin, j'attire votre attention là-dessus. Oui, je peux parler au nom des familles, je peux parler au nom des usagers, mais avec la peur, le mot a été employé ce matin, la peur de ne pas aller trop loin dans éventuellement les échanges. À partir de cette constatation, et à partir aussi de nombreux témoignages, parce que je vous rappelle quand même que France Alzheimer est un maillage territorial pratiquement parfait de la métropole et de l'outre-mer, et donc les témoignages sont récurrents dans toutes les régions sur le fonctionnement des CVS. Alors, ne faites pas dire ce que je ne suis pas en train de dire, ça fonctionne, il y en a qui fonctionnent très bien, d'autres méritent certainement d'être améliorés. La proposition que nous portons, c'est d'améliorer, de renforcer le rôle des représentants des usagers. Et en écoutant tout ce qui s'est dit, il y a quelque chose de pragmatique, cohérent. On fait appel à nous, et Jean-Claude a bien rappelé ce matin, pour être représentant usager dans le sanitaire, c'est-à-dire dans les CDU. Je pense que notre qualité, notre expérience, notre quotidien fait que nous côtoyons et nous sommes dans le monde du médico-social. Notre qualité, elle est en relation directe avec le médico-social. Je pense qu'il n'est pas utopique de penser qu'on pourrait avoir cette même représentation et ce même mécanisme d'élection et de candidature de représentants d'usagers dans les CVS d'une personne extérieure à l'établissement, mais de qualité, apportant de l'objectivité dans le fonctionnement du CVS et n'ayant pas d'affinité interne, ce qui permet une grande liberté et, je répète mon mot, d'objectivité. Je pense que le moment est arrivé où je vais le répéter peut-être plusieurs fois, peut-être encore dans ma conclusion tout à l'heure, mais je pense que c'est un message que je tiens à tout prix à faire passer. Le moment est arrivé où les experts ou l'expertise devra tenir compte de l'expérience. Ce qui s'est passé dans la pandémie, pendant la pandémie qu'on vient de vivre et qu'on vit toujours, je pense qu'on aurait beaucoup plus entendu une représentation d'usagers pour apporter certainement des éclairages et surtout ce qu'on a évoqué aux tables rondes. Je pense que la parole aurait été beaucoup plus entendue que quelqu'un qui est directement impliqué dans l'établissement. D'autre part, mais tout à l'heure, peut-être que mon ami Geneviève Demour, qui participe à la table suivante, parlera aussi qu'il faudrait apporter un côté éthique et une émergence d'idées est née dans Nouvelle-Aquitaine, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà, je ne prends pas plus de temps de parole. Je voudrais laisser qu'on nous parle des
des choses positives qui se passent dans les EHPAD à travers les 2 exemples qui vont suivre. Parce qu'il y a des... Ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement qu'il y a des dysfonctionnements comme il y a des choses excellentes qui se font. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et nous allons effectivement avoir la présentation de 2 très belles réalisations, donc avec Marianne Panetier, donc, qui est directrice de la résidence Le Bois Doucet à Jarnac, qui est avec donc, Bastien Giraud, qui est intervenant artistique et qui a contribué grandement à la réussite de ce projet. Nous sommes également avec Julie Bia, qui est responsable du pôle médico-social, adjointe de direction du pôle gériatrique Rennais. Alors peut-être, Marianne et Bastien, nous allons commencer par votre projet. Vous nous avez préparé un film qui est absolument magnifique, mais peut-être quelques mots d'introduction pour nous rappeler dans quel contexte s'inscrit ce projet avant la diffusion du film. Bonjour. Oui, en effet, nous portons une attention particulière au rôle et à la place des familles au sein de l'organisation de notre établissement. Le maintien de la relation familiale est un axe de travail fondamental pour notre équipe et il favorise le bien-être des personnes qui habitent au sein de notre EHPAD. Dans ce contexte, nous avons pu créer, en même titre que les CVS, des différents espaces d'accueil et des différents temps d'accompagnement et de rapprochement que peuvent se saisir les familles et les usagers pour s'impliquer et se sentir bien dans la résidence avec leurs proches et entre eux. Je vais vous partager avec Bastien une action que nous avons menée toute l'année 2020 avec le soutien de France Alzheimer et de la Fondation Méric Alzheimer, et ce malgré le contexte sanitaire que nous avons vécu qui a été compliqué cette année. L'équipe de l'EHPAD du Bois Doucet a nommé ce projet Portrait de famille. C'est un temps de réalisation artistique qui a pu être désigné aussi comme un atelier d'art-thérapie qui a été animé par Bastien, artiste peintre, et par Pascal, l'animatrice de l'EHPAD. Il consiste, pour les résidents que l'on a accueillis, à peindre avec ses proches qu'il a choisi lui-même son propre portrait de famille. Le projet va être un court-métrage. Nous avons essayé de le synthétiser en photo, en vidéo, et nous avons essayé de vous faire partager les moments vécus par les résidents, leurs enfants et les professionnels de l'établissement. Cette vidéo, vous allez le voir, ne laisse pas indifférente et souligne l'importance du lien familial que l'on peut vivre en EHPAD. Je vous laisse la découvrir et nous en échangerons ensuite par la suite. Très beau film. Pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à 2, à 3. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à 2, à 3. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aime.
s'aimera. On s'aimera. J'avais pas prévu d'un jour adopter en vérité nue. C'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'averse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche toi et moi, prends ma main, dis prends-la. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans, on s'aimera. Même sans, on s'aimera. Merci beaucoup et bravo Marianne Panetier vraiment pour ce film. Je pense que vous qui êtes derrière les écrans avez eu le son et avez pu en profiter pleinement. Marianne Panetier, donc tous les objectifs ont été rappelés dans cette présentation. Est-ce que vous pouvez juste nous dire en quelques mots quel est le retour d'expérience de cette action? Alors, cette action, elle a été réellement importante pour favoriser l'intégration des familles autour d'une activité qui a été porteuse de sens. Ce temps convivial a permis d'échanger en dehors de l'accompagnement quotidien de la résidence, en dehors des soins, en dehors de l'accompagnement classique. Et c'est au travers de ces moments agréables que les familles ont pu mieux nous rencontrer et ont pu aussi mieux se connaître entre elles et se découvrir les uns les autres. Dès que le résident a pu découvrir aussi le fonctionnement de l'établissement pour les nouveaux résidents entrant dans l'établissement au travers de cette activité et au travers des différents échanges. Nous essayons de trouver en fait des médiateurs pour que les familles viennent dans l'EHPAD plus facilement en levant les tabous de l'EHPAD, en levant l'ennui qui peut parfois être présent lors des visites parce que leurs parents discutent peu ou parce que certains parents ne peuvent ne plus les reconnaître de par certaines pathologies. Ce que l'on peut souligner, c'est également le résultat surprenant qu'il y a lieu dans les réalisations, malgré les pathologies et malgré certaines dépendances physiques ou psychiques de certains résidents. On a été très, très surpris des capacités des résidents à pouvoir se concentrer pendant 3 heures sur le temps de l'atelier, alors que parfois, certaines activités ne peuvent durer que 1/4 d'heure, 20 minutes dans l'établissement, et les résidents n'arrivent pas à rester attentionnés ou concentrés de par leur pathologie neurodégénérative ou de par d'autres pathologies qui pourraient contraindre un petit peu l'activité. On a été surpris aussi par la dextérité de certains résidents, notamment des résidents qui peuvent avoir des pathologies de type parkinsonienne, où on a retrouvé une certaine habileté dans la peinture qu'on pouvait perdre aussi sur d'autres temps de la vie quotidienne. Certains se sont découverts sur cette activité artistique. On a retrouvé un réel apaisement des troubles du comportement ou des troubles de la personnalité pendant ces séances pour des résidents qui pouvaient en présenter. Au-delà de laisser un souvenir familial sur cette toile, un livre va être édité afin de partager les verbatims des séances. Il y a eu beaucoup de confidences, des moments de rapprochement, des étonnements entre les résidents et leurs familles.
Il y a eu beaucoup d'émotions qui ont été partagées pendant ces temps de séances de peinture. Les enfants ont vraiment découvert leurs parents dans un contexte un peu différent. Les professionnels ont été surpris positivement sur l'engagement des résidents et leurs proches et surtout sur les capacités des résidents à pouvoir mener une activité pour certains qui n'avaient jamais réalisé. Certains n'avaient pas touché un pinceau de peinture depuis des années ou voire jamais pour peindre en fait une toile artistique. Le regard des professionnels de l'EHPAD en ressort réellement et vraiment changé autour de ces temps conviviaux. Merci beaucoup. Et comment vous pouvez faire vivre ce projet dans un contexte de crise sanitaire comme celui que nous connaissons? L'établissement a eu la chance de ne pas avoir été touché par le Covid. Donc, nous avons pu continuer les séances de peinture tout en respectant les gestes barrières. L'avantage de ce projet, c'est que les temps de visite ont été privilégiés pour les familles qui ont participé. Nous avons eu 16 familles qui ont participé à ce projet, puisque les temps de séance duraient à peu près 3 heures pour pouvoir réaliser le portrait, et les temps de visite en période de confinement ou post-confinement, dans les espaces dédiés ou dans les espaces en chambre lorsqu'elles étaient encadrées, n'étaient que de 3 quarts d'heure à 1 heure. Donc vraiment, on s'est saisi de ce projet et de cette opportunité pour aussi passer du temps avec les familles et pour que les familles puissent passer du temps avec leurs proches dans l'EHPAD malgré la crise sanitaire. Ça a vraiment été un avantage et un atout, ce projet, dans cette période de crise. Pour marquer la crise sanitaire, nous avons aussi eu l'audace de réaliser certains portraits masqués. Ils seront dans le livre en souvenir de cette période qui a quand même été étrange pour nous et sur cette période qui, on l'espère, on ne la revivra pas. Merci, merci beaucoup. Peut-être une ou deux questions pour Bastien, donc l'intervenant artistique. Est-ce que vous avez été sensibilisé, Bastien, aux pathologies donc, du sujet âgé, à la maladie d'Alzheimer, par exemple? Bonjour. Ben oui, du coup, à force de côtoyer les résidents, ça m'a sensibilisé à tout ça. Maintenant, j'ai vraiment une meilleure approche de la vie en EHPAD et du coup des différentes pathologies. Et c'est vraiment bien maintenant pour continuer à intervenir en EHPAD. Et voilà, c'était vraiment un projet super enrichissant à partager. Et quel est votre regard d'artiste sur le projet? Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin d'expression artistique, que des résidents, enfin Madame Pantier a bien résumé le projet, des résidents qui n'ont jamais pratiqué, des fois ils nous faisaient la confidence depuis l'école primaire. Au final, ils s'en sortent très bien. Avec une méthode un peu guidée, chaque résident peut arriver à un résultat qui est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est ce qui était vraiment bien et ça nous pousse à mettre en place d'autres projets artistiques au sein de la résidence. Très bien, écoutez, merci beaucoup et bravo. Et je propose maintenant que vous puissiez, Julie Bia, nous présenter votre projet. Donc, le deuxième que nous avons choisi de mettre à l'honneur parmi tous ceux qui sont soutenus donc, par France Alzheimer et la Fondation Médéric Alzheimer. Donc, Julie, vous, il s'agit d'un projet d'éco-pâturage, mais je vous laisse nous en dire plus. Vous m'entendez? Bonjour. Voilà, ça a l'air de marcher. Oui, alors merci pour ce temps que vous m'offrez pour pouvoir vous présenter ce projet alors que je représente aujourd'hui, mais bien entendu, nous sommes un certain nombre à avoir essayé de le mettre en place. Ce projet de jardin partagé, on parlera de la place du Conseil de la vie sociale aussi qui a été fortement moteur dans cette réalisation. Pour vous présenter la résidence Les Chênes, donc c'est un établissement médico-social de grande taille, puisque nous accueillons 224 résidents, 2 EHPAD finalement pour 164 lits, une unité de soins longue durée pour 60 lits. Chacun des bâtiments de ce pôle dispose d'une unité de vie protégée et nous avons également 12 places en unité d'hébergement renforcée. Cet établissement, comme vous le voyez sur le plan, est entre
entre la ville et la campagne, hein, c'est-à-dire qu'il est au milieu de lotissement et en même temps en plein milieu des prés, puisqu'on a la chance d'être sur un parc de 7 hectares et que bien, finalement, en 2019, cet atout est devenu une très forte contrainte puisque nous avons eu 2 événements indésirables importants liés à un défaut d'entretien de ce parc et liés également au fait que des résidents désorientés se sont perdus, voire sont tombés dans ce parc. Donc, bon, fort de ces constats-là, et puis de la population globale que l'on accueille dans cet établissement, on a essayé de trouver des solutions. Bon, on est parti du principe et du postulat que la population de Champy est une population plutôt rurale, qui aime la vie en extérieur, que ce parc de 7 hectares, aujourd'hui, c'est une contrainte, mais qu'on voudrait en faire une force. Et puis, il est vrai que les familles réclamaient de pouvoir investir cet espace de manière beaucoup plus sécurisée, y compris avec leurs proches. La situation particulière de l'établissement, c'est comme beaucoup de structures médico-sociales, vous en parliez ce matin, c'est des difficultés financières importantes et donc de grosses difficultés à investir pour créer des espaces, à investir aussi pour garder en état un bâti ou là, en l'occurrence, un parc de 7 hectares. Donc, cette problématique, on l'a évoquée en Conseil de la vie sociale. Ce Conseil de la vie sociale était, alors pour le coup, chez nous, est plutôt très actif, on s'en réjouit. Et puis, en Conseil de la vie sociale, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution et on a monté un groupe de travail qui était composé évidemment de membres du CVS, de familles qui avaient souhaité pouvoir participer à la réflexion, de professionnels de l'établissement et bien entendu de résidents. De ces groupes de travail sont nées des idées, évidemment, et surtout une forte envie de la part de chacun de pouvoir s'investir et essayer de trouver ensemble des solutions. Les objectifs qui ont été déterminés dans ces temps d'échange, ça a été de se dire qu'il fallait absolument trouver un moyen de préserver les relations familiales au sein de l'établissement. Nos autres espaces collectifs n'étaient pas forcément adaptés à la visite, à la venue des familles. L'architecture fait défaut parfois. Qu'il nous fallait aussi trouver des espaces où on pouvait échanger, où les familles pouvaient échanger entre elles, où les résidents pouvaient échanger entre eux, qu'il puisse y avoir du lien social dans cette structure qui est importante et qui avait envie de faire une place à tout le monde. Et puis, bien sûr, que les résidents dans ce projet puissent être acteurs et que cela puisse entretenir leur capacité cognitive et sensorielle. Donc, dans cette réflexion-là et dans un contexte de retour à l'équilibre, on a opté pour la stratégie des petits pas en se disant que s'il fallait remettre en état l'intégralité d'un parc de 7 hectares, on n'y arriverait jamais, on n'aurait jamais les moyens. Donc, on a créé plusieurs étapes, la remise en valeur des équipements qui étaient existants mais qui étaient totalement délabrés, la création d'espaces sécurisés au sein de ce parc pour pouvoir déjà libérer une partie de la déambulation, du mobilier qui soit forcément beaucoup plus adapté au grand âge que ce qu'il ne l'était. Et au final, c'était l'objectif ultime, la création d'une zone d'éco-pâturage, mais pour laquelle on savait avoir besoin de soutien. Donc, pour pouvoir libérer suite à ces événements indésirables et ne pas tomber dans le travers du tout sécuritaire en se disant il y a des risques dans ce parc, donc on ferme tout, on a, avec ce groupe, travaillé à une première hypothèse qui était de se dire, vous le voyez sur le premier plan, on a des bâtiments qui permettent ici d'avoir un patio de 600 mètres carrés qui, d'ores et déjà, lui, en tant que tel, pourrait permettre des sorties libres vers l'extérieur. On a la chance d'avoir un jardinier qui a les mains très vertes, donc il nous a fait un très beau patio qui a déjà été une première étape dans ce projet. Et là, on était financièrement capable de le porter. La suite, vous le voyez dans l'autre plan, c'est l'ensemble de cette délimitation. Et évidemment, s'il avait fallu clôturer tout ça, on aurait
jamais pu, deux, à l'intérieur de ces zones, il y avait des espaces qui étaient des espaces dits dangereux et il n'était pas possible pour nous d'imaginer que les résidents pourraient y aller comme ça librement sans risquer de chuter, ce qui était déjà arrivé. Donc, parmi toutes les réflexions, et notamment parce que dans le groupe, il y avait aussi des enfants d'agriculteurs, des cadres très intéressés par le projet et un jardinier, l'éco-pâturage est arrivé assez naturellement comme une délimitation qui permet de sécuriser cet espace et surtout de faire une délimitation quasiment invisible, ce qui était ce qu'on recherchait. On n'avait surtout pas envie de donner à cet établissement un côté carcéral. Donc, on est reparti avec les bonnes volontés qui avaient commencé ce projet en créant, grâce à un cadre qui nous écoute sûrement, des journées qu'on a appelées des journées citoyennes, au cours desquelles toutes les bonnes volontés ont été amenées à participer. Alors, on a dénombré des familles, des accompagnateurs volontaires, des services civiques, des jeunes de l'Institut médico-éducatif avec lequel on est en relation étroite et régulière, et puis aussi des résidents, des salariés qui avaient envie de s'investir. Donc, chacun a mis la main à la pâte, a remonté les manches et puis a commencé à remettre ce parc en état. On a effectivement eu pour objectif de créer des points d'échange, de stimulation, où à un endroit on pouvait se retrouver pour tout simplement être à une table où chacun pouvait s'asseoir, mais aussi on pouvait autour de carrés potagers gratter la terre. L'idée est rapidement venue de favoriser la transmission des savoirs puisque nos résidents sont intarissables sur la culture potagère, donc de leur demander de nous aider à construire des panneaux pédagogiques pour pouvoir guider la promenade dans ce parc et transmettre leur savoir. L'éco-pâturage faisait partie en principe des derniers points mis en place. Donc là, il s'est trouvé que le confinement, comme on le disait tout à l'heure, a été pour nous tous une grosse épreuve, que cette crise sanitaire a stoppé un certain nombre de projets. Et le déroulé n'était pas celui prévu, mais on a eu la possibilité d'installer, de voir arriver ces moutons à quelques jours du premier confinement. Et donc, on a dit oui, malgré le fait que ce n'était pas tout à fait le déroulé prévu. On a dit oui en se disant que dans un moment qui semblait pour chacun complètement dramatique, coupé de ses proches, coupé des bénévoles, en vase clos, l'extérieur allait être probablement plus que jamais un espace à investir. Et donc, ça a été vraiment dans la plus grande joie qu'on a vu arriver ce troupeau d'une vingtaine de moutons sous le soleil, avec forcément beaucoup de résidents aux fenêtres et beaucoup aussi désireux de venir voir de plus près ce qui pouvait s'y passer. Alors, c'est certain que cet éco-pâturage a été source de beaucoup de réflexions, de beaucoup de questionnements au sein de l'établissement. Bien entendu, ça n'a pas compensé l'absence des familles, mais ça nous a quand même permis, et là, c'est aussi en écho à ce qui a pu être dit tout à l'heure sur cette phase de confinement qu'on a tous vécu de manière assez difficile, mais ça nous a quand même permis de sortir, de mobiliser les résidents, de favoriser les échanges par mail, par Skype, par Familéo, qui fait aussi partie de nos outils, d'organiser des pique-niques, de laisser les résidents librement utiliser ces carrés potagers et surtout, bien sûr, d'aller voir les moutons tous les jours et d'aller compter les naissances puisque nous avons eu la chance d'avoir 5 naissances sur les 2 premiers mois. Donc, le digital nous a bien sûr énormément aidés. Les résidents se le sont totalement appropriés. On
n'ont pas boudé leur plaisir pour les rendez-vous virtuels. Sur la phase de premier confinement, nous faisions 300 Skype par semaine, hein, donc c'était absolument considérable. Avant, bien sûr, d'organiser des points de visite. Alors, nous en avions 9 au sein de l'établissement, j'en ai mis un. Alors, on le déplore aussi. Hein, nos plexiglas recommandés, mais totalement noyés dans un cadre verdoyant, puisque derrière, on avait la chance d'avoir vue sur les moutons. Donc aujourd'hui et en conclusion, évidemment, le projet s'est parfaitement intégré au sein de l'établissement. Pas d'événements indésirables à déplorer, des résidents qui circulent librement et qui sont naturellement guidés par cette clôture naturelle, hein, finalement, et qui reviennent tranquillement. Donc ce sentiment de liberté retrouvé. Des ajouts qu'on a pu réaliser sur la période, bien sûr, le réaménagement de nos terrasses. Donc, on voit les dames qui en profitent. Ces terrasses ont été réaménagées. On en compte beaucoup aussi sur la résidence. La déclinaison de nos animations dans le parc, hein, puisque sur cette période sans animation en intérieur, eh bien, on a utilisé cet outil pour des chants au balcon. Et la famille du côté de l'éco-pâturage s'est aussi agrandie, puisqu'on a intégré un poulailler avec 2 poules qui aussi sont source de beaucoup de discussions. Alors bien sûr, comme tout le monde maintenant, on attend que les familles viennent s'approprier cet espace et le partager avec nous. Merci beaucoup Julia et là encore bravo. Donc des questions qui s'adressent, hein, aux 2 projets. Donc je commence par vous Julie, pardon. Est-ce que donc l'action a demandé un financement important et avez-vous fait appel à des bénévoles pour sa réalisation? Alors, sur le financement, au départ, ça nous a semblé totalement impossible. Effectivement, on avait probablement à l'esprit des coûts exorbitants. Alors, France Alzheimer, la Fondation Médéric Alzheimer nous ont aidés. Hein, on aurait eu des difficultés à aller jusqu'au bout du projet, puisque en vraie difficulté pour investir. Pour autant, le coût était moins important qu'il nous l'avait semblé au départ. Ça, c'est une certitude, comme quoi il faut parfois ne pas avoir de barrières. Et pour les bénévoles, oui. Et on parle souvent de l'absence des familles. L'absence des bénévoles a été aussi très, très difficile au sein de l'établissement parce qu'ils étaient… nous avons 20 bénévoles au quotidien au sein de la structure. Hein, donc, dès lors qu'on leur a dit que c'était plus possible pour eux de venir, ça a laissé un trou énorme dans l'établissement. Le poulailler fait partie des actions initiées par des bénévoles de la structure, au même titre que les crêpes au balcon qu'on a eu aussi sur la période, au même titre que du chant, que de la musique. Les bénévoles sont présents dans ce projet comme dans un certain nombre de projets au sein de l'établissement. Merci beaucoup. Marianne Pantier, même question sur à la fois le financement et l'appel au bénévolat. Vous m'entendez, Marianne? Non. Bien, alors peut-être Ah. Donc, voilà, donc sur l'aspect financement et l'appel au bénévolat. Alors, pour le financement, nous, c'est le soutien de France Alzheimer et Fondation Médéric Alzheimer qui nous a permis l'intervention de Bastien pour pouvoir animer les ateliers de peinture. Et ensuite, nous avons redéployé le personnel déjà existant de l'EHPAD, l'animatrice, les professionnels du soin qui interviennent aussi sur des temps d'animation pour pouvoir accompagner et accueillir les familles auprès de leurs proches dans ces ateliers. Ensuite, pour les bénévoles, nous n'avons pas eu d'intervention de bénévoles sur ces séances de peinture, puisque sur cette période-là, les bénévoles n'intervenaient plus dans l'établissement en raison de la crise sanitaire. Mais nous avons, tout au long de l'année, hors période Covid, une dizaine de bénévoles qui interviennent sur différents temps d'activités qui peuvent être autour du chant ou qui peuvent être autour d'activités manuelles autres que celles qui ont été réalisées pendant la période sanitaire. Donc, pas de surcoût particulier pour l'EHPAD pour réaliser cette activité. Merci beaucoup.
Joël Jaouen, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre avis après la présentation de ces deux très belles réalisations et peut-être de conclure cette jolie table ronde sur vivre l'EHPAD autrement? Ah ben voilà le bon mot, vivre l'EHPAD autrement. Ce qui prouve que, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire un amalgame, les deux exemples qu'on vient de vivre en sont la preuve. Mais j'ai noté une petite phrase tout à l'heure, la table ronde précédente, je crois que c'était Madame Silov qui l'a citée. Je répète mot à mot après elle, hein, je l'ai noté la phrase. Ça dépend des directeurs d'établissement. J'ai percuté sur cette phrase parce que ceux qui me connaissent bien ne vont pas être étonnés de ce que je vais dire, puisque de par mes activités professionnelles qui étaient commerçants, j'ai une phrase que je répète à qui veut l'entendre et qui s'applique à tout ce que nous vivons. Quelque chose marche bien, ça dépend qui est derrière le comptoir. Et quand j'ai cité tout à l'heure quelque part des mauvais exemples, ça s'applique aussi. Et là, je suis... D'ailleurs, Françoise Gemma ne s'est pas trompée en finançant vos initiatives. Et je pense que, oui, bien sûr qu'il faut dupliquer ça. Et j'ai noté beaucoup... Vous savez, je suis un optimiste. Et dans tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'aurais une tendance à retenir que tout ce qui est positif, et vous en faites partie. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à l'ensemble de nos intervenants, Marianne Pantier, Bastien Giraud et Julie Bia. Merci beaucoup et encore bravo.